Hey, bonjour tout le monde. Ceux qui me suivent un petit peu savent que cette petite Civic est allée se dégourdir les jambes au Japon. Et par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est tout ce que ça engendre d'envoyer sa voiture à l'autre bout du monde et de pouvoir en prendre le volant. Alors si vous êtes déjà demandé combien ça pouvait coûter, combien de temps ça pouvait prendre et toutes les démarches administratives que ça pouvait engendrer, bah franchement, cette vidéo elle est faite pour vous. Vous avez de la chance les gars. Pour cette première partie, on va s'attaquer au transport, ce qui n'est pas une mince affaire. Pour expédier sa voiture à l'autre bout du monde, il n'y a pas 36 000 solutions. On peut le faire par avion, comme le font les constructeurs avec les mules, par exemple. Mais bon, c'est un petit peu hors de prix, c'était pas du tout dans mon budget. Mais surtout, on peut le faire par bateau. Et là, par bateau, il y a deux solutions. Ou par Roro, ou par container. Moi, j'ai choisi le Roro. Mais du coup, c'est quoi un Roro? Un Roro, c'est ça. Alors Roro, c'est le diminutif de Roll On, Roll Off. En français, roule dedans, roule dehors. Donc c'est exactement comme l'immense parking dans lequel je me trouve, mais encore plus gros. Dans le sens où le bateau qui a transporté ma Civic au Japon pouvait accueillir 8500 voitures. C'est 4 fois la capacité totale de ce parking souterrain. Et c'est le parking souterrain le plus grand de la ville de Metz. Et en gros, 8500 voitures, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que la capacité totale des parkings couverts de la ville de Metz. Enfin bref, et tout ça pour vous dire que pour que votre voiture rejoigne son emplacement, il faut obligatoirement qu'il y ait quelqu'un qui la conduise à son emplacement. Et cette personne sur ce bateau, c'est pas vous, évidemment. C'est pas vous qui allez conduire la voiture à sa place, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai dû prendre quelques précautions pour le voyage. Donc, par exemple, enlever les manos, l'alphano, ou j'ai même remplacé le volant pour mettre le volant d'origine. J'ai dû mettre des petites instructions aussi parce que bon, quand c'est une voiture un petit peu random, ça passe. Mais quand c'est une voiture de piste que vous avez mis des années à préparer, il se peut qu'il y ait des trucs un petit peu spéciaux à indiquer à la personne qui va en prendre le volant pour la première fois, quoi. Et donc c'était le cas pour la Civic, notamment pour la pompe à eau, le coupe-circuit et tout ça. Et puis surtout qu'il n'y avait pas de frein à main qui se verrouillait, enfin bref. J'avais même mis, pour vous dire, une bride sur le papillon d'admission qui limitait le régime maxi à 2500 tours. Donc j'avais pris vraiment toutes les précautions possibles, quoi. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que quand on l'a retrouvée sur le port de Kobe, elle avait la batterie à plat, les deux feux arrière pétés et le pare-choc enfoncé. Donc voilà, malgré toutes les précautions prises, ça n'a pas suffi. Et c'est là où on se dit le container c'est pas mal quand même. Mais du coup, c'est quoi un container? Les containers, c'est ça. Et ceux-là, on a déjà un peu plus l'habitude de les voir. Donc on peut mettre tout un tas de trucs dedans, on peut mettre n'importe quoi. C'est comme ça que voyage tout ce que vous achetez à peu près, vu que c'est fabriqué en Chine. Et le principal avantage de ces petites boîtes, c'est que personne ne conduit votre voiture pour les mettre dedans. On peut mettre tout un tas d'affaires, on peut mettre les roues de secours, on peut mettre des outils, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre vos bagages et voyager avec un simple cartable. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tailles. Enfin, il y en a deux principales. Il y a les 20 pieds et les 40 pieds. Donc les 20 pieds, on met une seule voiture en général dedans. On peut le remplir comme on veut, tant que ça reste à peu près bien calé. Et il y a les 40 pieds. Et donc le principal avantage des 40 pieds, c'est qu'on peut mettre deux voitures dedans. Et donc diviser les frais. Et c'est là où ça devient intéressant par rapport au Roro. Donc c'est safe, un peu plus abordable que le container 20 pieds, mais un peu plus cher que le Roro. Par contre, il faut bien se goupiller niveau timing pour être avec la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Donc du coup, s'il y a des gens qui veulent partir à l'ouest de l'Amérique, faites-moi signe, ça peut m'intéresser à un moment. Et donc justement, niveau prix, combien ça coûte tout ça? Bonne question. Pour retracer les frais engloutis dans l'aventure, on va commencer par le commencement. Donc de Metz à Kobe, il faut passer par un port. Et le port le plus proche, c'était le port d'Anvers, qui est à 330 km environ. Donc pour ça, j'ai eu la chance de bénéficier d'un camion qu'un ami m'avait gracieusement prêté. Donc ça a pas mal limité les frais. Et le trajet s'est super bien passé. Donc il s'est super bien passé jusque là. Jusqu'au tour de la zone portuaire, la zone maudite. En fait, tellement excité, nerveux, stressé, enfin un mélange de tout ça, un peu de sommeil, de manque de sommeil aussi, parce que forcément j'avais pas beaucoup dormi la nuit. J'ai loupé cette petite sortie, la numéro 10 là. Et le problème c'est que quand on loupe cette sortie, on est obligé de faire tout ça pour revenir. Donc vous allez me dire, bon, ok, ça fait un peu
Mais bon, c'est pas si grave, sauf que c'est sans compter ce petit péage qui était juste là, et donc qui m'a coûté 17 € aller et 17 € retour pour absolument aucune raison. Donc ça, je l'ai eu un petit peu en travers de la gorge, j'ai un petit peu pesté, mais bon, c'était le jeu. Donc j'ai finalement pris la bonne sortie pour arriver jusque chez ICO. Et ICO, c'est quoi? ICO, c'est l'agent, en fait, qui s'occupe de charger la voiture sur le bateau, qui est là. Et donc j'étais tout fier, tout content, on était enfin arrivé, et donc il n'y avait plus qu'à décharger la voiture, et c'était bon. Enfin encore une fois, ça c'était sur le papier. Parce qu'une fois arrivé avec tous mes documents, eh ben en fait j'avais pas tous mes documents. Donc après avoir fait environ une quinzaine d'allers-retours entre ce bureau, et 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 tous les étages de ce bâtiment-là, eh ben, j'ai enfin décidé d'appeler la personne avec qui j'étais en contact depuis le départ, celle qui suivait mon dossier depuis le début. Je l'ai appelé et j'ai passé le téléphone au monsieur qui était dans cette bicoque là. Et en genre 27 secondes, c'était réglé. Donc je ne sais toujours pas ce qu'il me fallait comme document, je ne sais toujours pas, mais c'est là. Et en même temps, tant mieux, parce qu'il y avait pas mal de routiers qui commençaient à s'impatienter et tout ça. Donc j'avais enfin droit de pouvoir décharger la voiture dans cette aire ici. Mais une fois que j'avais déchargé la voiture ici, il fallait que je puisse l'amener là. Et donc pour ça, il fallait avoir une carte. Et donc cette carte, il fallait la louer ici. Donc j'ai dû retourner ici. Bon, c'était pas très loin. C'était pas très loin, mais ça aurait pu me coûter 25 balles si le mec n'avait pas eu pitié de moi et m'en avait pas fait cadeau. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc après avoir déchargé la voiture, on est rentré à Metz, tout s'est bien passé et les dés étaient lancés. Combien ça m'a coûté tout ce petit bazar? Ça m'a coûté environ 80 € de carburant, 34 de péage inopiné, 1750 de transport jusqu'à Kobe. Et à Kobe, il y en a eu un petit peu plus, comme on va le voir. 2 mois après, avec énormément de stress parce que la voiture avait fait sa petite halte en Corée du Sud, que le numéro de tracking sur la carte ne bougeait pas pendant une semaine et que moi je savais pas du tout ce qu'il en était. Enfin bref, 2 mois plus tard, la voiture arrive enfin à bon port. Et comme vous vous en doutez, on n'a pas logé au port de Kobe, loin de là. Donc nous, on logeait à Hirakata, donc c'est pas très loin d'Osaka. Et pour récupérer la voiture, il a fallu faire tout ça. Donc il y a 123 km aller-retour en gros, mais je crois que c'est les 123 km les plus longs de ma vie en fait. Mais vraiment, parce que là j'étais vraiment stressé. Je vous rappelle que ça faisait 2 mois que la voiture était partie, je ne savais pas du tout dans quel état elle allait arriver. Enfin bref. Donc on part de Hirakata, et première halte, c'est la JAF. Donc il a fallu aller à la JAF pour faire traduire mon carnet de passage en douane. Donc une fois à la JAF, il était genre 9h42, ouais, parce qu'on avait pris une photo au 7-Eleven qui était là-bas, juste là, et il était exactement 9h42. Donc ça a pris mais 20 minutes, même pas quoi, même pas 20 minutes, c'était torché. Donc là on se dit cool, ça va aller vite, on est plutôt en avance sur notre programme, ça va être chouette. ça c'était la plus grosse connerie à laquelle j'ai pu penser à ce moment-là. Parce qu'après, on avait rendez-vous à l'agence, donc celle qui s'occupait de mon dossier, donc de décharger la voiture et de l'entreposer le temps qu'on arrive, le temps que mon vol arrive en fait. Donc cette agence était à une 60aine de kilomètres, ici, exactement, là où il y a cette magnifique grue. Et donc quand on est arrivé là, il était 11h15. On est parti de la JAF, il était 9h42. On a fait une 50aine de kilomètres en beaucoup de temps en fait. Donc ouais, c'est là où il y avait cette grue et on est arrivé à 11h15. Donc là, j'ai eu une bonne surprise dans le sens où j'avais à payer 90 € pour les frais de déchargement et les frais de gardiennage de la voiture pendant 2 jours. Donc ça m'a coûté 90 €. Et donc après ça, il a fallu aller à la douane. Donc la douane, elle était un peu plus loin.
par ici, dans cet énorme bâtiment qui est assez récent, hein, parce que en fait Kobe avait été victime d'un énorme séisme en 1985, il me semble. Donc tous les bâtiments sont assez neufs ici. Et donc on est allé là, et on n'y est pas resté longtemps parce que c'était pas du tout là où il fallait aller. Et donc rebelote, on a dû reprendre des expressways avec des péages et tout, pour aller au bon endroit. Et le bon endroit, c'était beaucoup plus loin. Enfin, beaucoup plus loin, pas vraiment sur le papier, encore une fois, mais quand on est fatigué, jet-lagué, très stressé, ça commence à faire beaucoup. Donc on arrive au bureau des douanes, cette fois le bon, et là c'était long. Et là c'était super long pour que les gens trouvent le bon tampon à appliquer sur le carnet de passage en douane. Ça a duré des heures et des heures, il y a eu des personnes qui se sont relayées, c'était infernal. Du coup, on est allé ici après, au Family Mart, pour se remettre un petit peu, parce que c'était vraiment beaucoup trop long. Et après ça, on pouvait enfin aller récupérer la voiture, après être passé dans un énième bureau, mais bon, ça c'était, franchement, c'était peanut comparé à tout ce qu'on avait vécu avant, pour récupérer la voiture dans l'espèce de truc au milieu des machines agricoles et tout, enfin, bref, c'était assez épique, quoi. Donc c'est ici qu'on a retrouvé la voiture dans un état plutôt triste, mais bon, j'étais déjà super content de l'avoir là, elle démarrait pas, mais bon, enfin bref. Et donc, quand on a enfin pu récupérer la voiture, enfin partir avec, rouler avec et mettre du carburant dessus, il était 14h32. 14h32. Donc du bureau de l'agent jusqu'à ici, il y a eu un peu de temps, quoi. Et donc ensuite, il a fallu qu'on retourne, pas directement à Hirakata, puisqu'on est passé chez Osaka JDM pour pouvoir faire une vidange de la voiture, pour pouvoir lui mettre les ressorts que j'avais pour elle, des nouveaux ressorts d'amortisseur, pour remettre les manos, pour faire un check-up complet, quoi, réparer les feux arrière et tout ça. Et alors tout ça, ça a eu un coût quand même, parce qu'il y a eu 2 voitures à rapatrier là-bas, et donc forcément, il a fallu quand même partager les frais, parce qu'il y a pas mal de péages en fait, entre Hirakata et Kobe et tout ça. Il y a pas mal de routes, il y a pas mal de péages, donc en gros, il y a eu 90 € de frais de gardiennage, on va dire 150 de carburant et de péage et de tout ça, donc ce qui nous amène à un total pour rapatrier la voiture de chez moi en France à où j'habitais au Japon à 2106 €. Voilà pour l'aller. Pour le retour, cette fois, c'était beaucoup plus simple. En fait, j'avais juste à transporter la voiture de Hirakata au port de Kobe, là où j'avais récupéré la voiture. Et donc j'ai pas eu à passer par des douanes ou des bureaux ou des agents ou quoi que ce soit. Donc la personne qui s'est chargée de mon dossier a tout fait pour moi, et donc ça c'était nickel. J'ai juste eu à rehausser la voiture, en fait, parce que pour éviter des frais supplémentaires, parce qu'elle était trop basse en fait, il aurait fallu affréter un camion spécial, enfin c'était n'importe quoi. Il a fallu que je la rehausse. Et donc pour la rehausser, j'ai dû opter pour des cales un petit peu spéciales que j'avais trouvées dans un Conan, l'équivalent d'un Leroy Merlin local, quoi. Et donc ça tenait avec 2 vis d'une qualité plutôt médiocre, des vis de 6, enfin c'était n'importe quoi. Et franchement, sur les raccords des ponts japonais, tels qu'on les connaît, j'en menais vraiment pas large, quoi. Enfin bref, j'ai apporté la voiture là-bas sans encombre. Donc les gens ont fait le tour du véhicule, ont pris des photos et tout. Enfin, ça n'avait rien à voir avec l'aller, quoi. C'était vraiment carré, nickel. Et donc là, on va dire que comme on est parti à 2 voitures, qu'on a mis moins de temps, bon, il y avait des péages et tout, il y en avait pour une 90 € de transport, quoi, de Hirakata au port de Kobe. Alors après, de Kobe jusqu'à Rotterdam, il y en a eu pour 611 €. Vous avez bien entendu, 611 €. Pour l'aller de Anvers à Kobe, il y en a eu pour 1750. Et le retour, 611 €. Donc il y a quand même une sacrée différence. Une fois la voiture arrivée à Rotterdam, il a fallu que j'aille la chercher de Metz. Et oui, j'habite toujours pas dans ces coins-là. Et donc pour aller là-bas, il y a environ 426 km. 426 km que j'ai fait avec un camion de location,
que j'ai loué 315 €, qui m'a coûté environ 103 € de carburant. Et après avoir récupéré la voiture là-bas sans aucun problème, la voiture démarrait au quart de tour, pas d'encombre, rien, enfin nickel quoi. J'ai pu la rapatrier à Metz à 23h26 précisément. Et donc le retour au total m'aura coûté 1119 € contre 2106 pour l'aller. Pour un total de transport, juste de transport, hein, de 3225 €. Boum, 3225 €. Et avec ça, vous n'avez même pas encore le droit de prendre le volant de votre véhicule. Pour pouvoir ce faire, il faudra encore des papiers supplémentaires et donc débourser quelques euros en plus. Mais ça, on le verra dans la deuxième partie. Pour en revenir sur les coûts de transport, pour le retour après avoir été traumatisé par l'expérience du RoRo, je me suis renseigné pour faire rapatrier la voiture par container. Et en fait, après avoir fait des devis chez les transporteurs locaux, il s'avérait que le container était plus de 2 fois plus cher que le transport par RoRo. Puis vous remarquerez aussi que ce coût a été rendu possible, notamment grâce à l'aide de certains amis que je ne remercierai jamais assez, entre le prêt du camion et même le transport sur le territoire japonais, parce que faire tout ce que j'ai fait en taxi, ça aurait été vraiment hors de prix, impossible. Aussi pour les démarches administratives, avoir quelqu'un qui connaît la langue, qui parle la langue, c'est vraiment capital en fait. Vous pouvez pas faire autrement. Les gens dans les bureaux, dans les administrations ne parlent pas anglais, donc ça aurait été absolument impossible. Et rien que pour ça, je ne remercierai jamais assez ce monsieur Pepno qui était là à mes côtés pour toute cette aventure en fait.